Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance de révision de l'élément de module Digital Skill en éducation. Cette séance est la dernière ligne droite avant l'examen final. Nous allons parcourir les 3 unités du semestre 2, Coding with Scratch, les usages pédagogiques des ressources numériques, et enfin l'éthique éthique. Mon objectif est de vous donner des repères clairs, des définitions précises et des exemples que vous pourrez mobiliser le jour de l'épreuve. Prenez des notes, concentrez-vous sur les mots-clés que je vais souligner, et posez vos questions à la fin sur le forum dédié. Cette diapositive est centrale pour votre organisation. Votre note finale se décompose en 2 parties. D'une part, le contrôle continu à hauteur de 40%, elle inclut la présence, l'interactivité lors des cours, la participation active au forum sur Moodle, la réalisation des activités déposées sur la plateforme, ainsi que votre score au quiz final. Ce quiz aura lieu la semaine après les vacances. D'autre part, l'examen final à hauteur de 60%, une épreuve écrite en présentiel le 23 mai 2026, sous forme de QCM est similaire à ce que vous avez eu lors du premier semestre. Attention, l'utilisation du correcteur Blanco est interdite. Nous commençons par l'unité 1, qui porte sur la pensée algorithmique et la programmation visuelle avec Scratch. C'est une unité à la fois logique et créative. Vous devez absolument maîtriser 2 grands chapitres, d'une part les bases de l'algorithmique, variables, conditions, boucles, d'autre part l'environnement Scratch lui-même sprites, blocs, événements. Ces connaissances vous seront utiles non seulement pour l'examen, mais aussi pour votre future pratique d'enseignant au primaire, car vous devrez initier vos élèves à la programmation. Alors, révisons ensemble les concepts fondamentaux. On a commencé par une initiation à l'algorithmique qui est censée vous permettre d'acquérir les bases théoriques de comment structurer votre pensée pour résoudre un problème. L'algorithmique développe la pensée logique et la rigueur. Ses capacités de décomposition de problèmes complexes sont directement transférables dans votre gestion de classe et la conception de vos séquences d'apprentissage. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme, c'est une suite d'instructions précises, ordonnées et finies qui permet de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. Pour qu'un algorithme soit efficace, il doit respecter 4 propriétés. Précision, chaque instruction doit être claire et sans ambiguïté. Finitude, il doit impérativement s'arrêter après un certain nombre d'étapes. Ordre, l'enchaînement des étapes doit être scrupuleusement respecté. Résultat, il doit produire une sortie ou un effet observable. D'ailleurs, vous aviez proposé plusieurs algorithmes qu'on a discutés sur le forum dédié à cette unité sur Moodle. Pour les données on en a vu 2 catégories à savoir les constantes et les variables. Une constante est une donnée fixe qui ne change jamais durant le programme. Alors qu'une variable est comme une case mémoire avec un nom où l'on range une valeur changeante. Il existe 4 types principaux de variables, les nombres entiers, les nombres réels, à virgule, les booléens, vrai ou faux, et les chaînes de caractères pour le texte. L'instruction de base en algorithmique est l'affectation. Symbolisée en pseudocode par une flèche pointant vers la gauche, elle peut être définie comme l'opération qui consiste à ranger une donnée dans une variable. Ensuite, les tests conditionnels, si, alors, sinon, permettent de prendre des décisions et faire des choix. Si la condition est vraie, alors fais ceci, sinon fais cela. Enfin, les boucles servent à répéter des instructions ou des actions. On utilise répéter n fois quand le nombre d'itérations est connu, ou tant que faire quand on ne sait pas à l'avance combien de fois on va répéter. Retenez bien ces piliers, variables, affectation, conditions et boucles. La deuxième partie de cette unité est la programmation avec Scratch. Scratch est un langage de programmation qui a été conçu pour apprendre à coder facilement. Il a été mis au point par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Dans ce langage, on ne tape aucune ligne de code. Il repose sur des blocs d'instructions que l'on imbrique les uns dans les autres et dont l'ensemble constitue un programme que l'on peut exécuter. Ainsi, on ne tape pas de code, on assemble des blocs colorés. Les objets principaux sont les sprites et les scripts. Lorsque l'on ouvre Scratch, on voit qu'il y a plusieurs parties distinctes. De manière générale, nous avons sur la gauche les fenêtres qui concernent l'affichage de ce qui sera programmé, et sur la droite,
les fenêtres qui concernent la programmation de ce qui sera affiché. À gauche, nous avons la scène où le programme que l'on va coder va s'exécuter. En dessous, nous avons une fenêtre qui contient tous les lutins que l'on va utiliser dans notre programme. Et juste à côté, nous avons une fenêtre où nous allons pouvoir ajouter et modifier les arrière-plans. Quant aux fenêtres de droite, elles concernent la partie programmation à proprement parler. On y trouve 3 fenêtres auxquelles on accède par ces 3 onglets, la fenêtre script, la fenêtre costume et la fenêtre son. La fenêtre script est la plus importante, vu qu'elle contient d'une part les blocs du langage Scratch, et d'autre part l'espace de travail dans lequel on va pouvoir écrire nos programmes à l'aide de blocs. Ces blocs sont classés par type, chaque type permet de programmer différents aspects et fonctions des lutins. Par exemple, les blocs de type mouvement permettront de programmer les mouvements des lutins sur la scène de différentes manières. Les lutins ou sprites en anglais sont les composants essentiels de tout programme Scratch. En effet, chaque programme est constitué de lutins et de scripts qui les contrôlent et leur donnent des instructions. Un lutin est donc une ressource graphique qui peut être programmée avec des blocs. Un sprite a un ou plusieurs costumes, ce qui permet de modifier son apparence. Techniquement, un costume est une image d'un lutin dans un état particulier. Pour l'examen, vous devez savoir reconnaître les différents blocs, les boucles en forme de C, le stylo pour dessiner, les variables dans le menu données, les opérateurs arithmétiques, les conditions si. Alors, les capteurs, comme toucher un bord, et les événements comme quand le drapeau vert est cliqué. Passons à la deuxième unité intitulée Usage pédagogique des ressources numériques. Cette unité visait à vous fournir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour intégrer de manière pertinente les ressources numériques dans vos futures classes. L'enjeu n'est pas d'utiliser la technologie pour la technologie, mais de choisir la ressource la plus adaptée à vos objectifs pédagogiques et aux besoins de vos élèves. Une ressource numérique pédagogique, ou RNP, est tout support ou service électronique utilisé dans un cadre d'enseignement. Elle se caractérise par 4 traits, une finalité pédagogique explicite, une accessibilité via des supports numériques, une capacité à être intégrée dans un parcours d'apprentissage, et un potentiel d'interaction avec l'apprenant. Ce n'est donc pas simplement un fichier PDF ou une image. C'est un outil pensé pour faire apprendre. Par exemple, une capsule vidéo accompagnée de questions interactives est une RNP, tout comme un jeu sérieux ou un simulateur de sciences. Au-delà de leur définition, les ressources numériques pédagogiques présentent des atouts majeurs qui, lorsqu'elles sont judicieusement intégrées, peuvent transformer et enrichir les pratiques de classe au cycle primaire. Leur intérêt ne réside pas dans un effet magique de la technologie, mais dans les nouvelles possibilités qu'elles offrent pour soutenir l'activité de l'élève, faciliter la tâche de l'enseignant et favoriser des apprentissages plus inclusifs et personnalisés. Les ressources numériques apportent de nombreux bénéfices en primaire. Elles favorisent le travail collaboratif, l'interactivité à distance et permettent des simulations en toute sécurité, pensons à une dissection virtuelle. Elles assurent un suivi précis des progrès et offrent une personnalisation fine des apprentissages. Elles augmentent la motivation et l'autonomie des élèves, tout en aidant l'enseignant à gérer l'hétérogénéité de sa classe. Pour l'enseignant, elles facilitent la diversification des pratiques et la préparation des cours. Ces arguments sont à connaître pour toute question sur l'intérêt d'éthique à l'école. Face à la diversité des ressources numériques disponibles, il est utile de les classer selon plusieurs critères pour mieux les sélectionner et les utiliser. On peut les classer soit selon le format ou le type de média en ressources textuelles, visuelles, audio, vidéo, interactives ou multimodales. Soit selon la fonction pédagogique en ressources informatives, d'exercisation, de simulation, de création, de collaboration ou de gestion de l'apprentissage. Soit selon la source et la licence en ressources institutionnelles, par exemple, Talentis, éditoriale, produite par des enseignants, éducative libre, REL, ou propriétaire. Pour trouver une bonne ressource, suivez une stratégie en 4 étapes. Premièrement, définissez vos objectifs disciplinaires, quelles compétences voulez-vous travailler? Deuxièmement, identifiez le format adapté, vidéo, quiz, simulation. Troisièmement, utilisez des sources fiables comme le portail Talentis, les plateformes éducatives reconnues ou des moteurs académiques.
Si vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchez, vous pouvez chercher dans des moteurs de recherche généralistes tels que Google ou Bing et veiller à appliquer des opérateurs de recherche avancés. Enfin, évaluez la ressource selon les critères de pertinence pédagogique, qualité du contenu, fiabilité de la source, ergonomie, interactivité, accessibilité et aspect juridique. Et n'oubliez pas de mettre en place une veille informationnelle avec des flux RSS pour rester à jour et gagner du temps lors d'une recherche ultérieure. Voici quelques catégories emblématiques de ressources numériques exploitables que vous devez absolument connaître. Les REL ou ressources éducatives libres publiées sous licence Creative Commons et qui permettent les 5 R, à savoir conserver, réutiliser, modifier, mélanger et redistribuer la ressource. Le Toby qui offre des fonctions interactives qui aident à capter l'attention des élèves. Les tablettes qui favorisent la mobilité et la différenciation. Les réseaux sociaux éducatifs, blogs, murs collaboratifs, qui peuvent initier à la citoyenneté numérique. La réalité virtuelle et la réalité augmentée qui plongent les élèves dans des environnements immersifs. Les jeux sérieux et simulations permettent l'apprentissage par l'action ou par le jeu. Enfin, les nouvelles technologies comme l'IA, l'Internet des objets ou les robots pédagogiques. Comprendre comment un enseignant intègre progressivement le numérique dans sa pratique est essentiel pour l'accompagnement, la formation et l'auto-évaluation. Il ne s'agit pas de juger, mais de disposer d'une boussole permettant à chaque professionnel de se situer dans son parcours d'appropriation des technologies éducatives. On distingue 5 niveaux d'usage d'éthique par l'enseignant. Non-usage ou usage personnel uniquement, l'enseignant n'utilise pas le numérique en classe, soit par manque de matériel, de formation, ou par choix pédagogique. Il peut toutefois utiliser l'ordinateur pour préparer ses cours ou communiquer avec les collègues. Utilisation instrumentale et substitutive, l'enseignant utilise le numérique pour faire la même chose qu'avant, mais avec un outil moderne. Il se familiarise avec le matériel et cherche à gagner en aisance technique. Intégration pédagogique émergente, l'enseignant commence à exploiter les fonctionnalités spécifiques du numérique pour enrichir son enseignement. Il conçoit des activités où l'outil apporte une réelle valeur ajoutée. Intégration pédagogique avancée et régulière, l'intégration du numérique devient habituelle et fluide. L'enseignant diversifie les modalités pédagogiques grâce au numérique, par exemple la classe inversée, le travail collaboratif en ligne, ou la production multimédia par les élèves. Transformation et innovation pédagogique, l'enseignant utilise le numérique pour repenser fondamentalement les situations d'apprentissage et créer des activités auparavant impossibles. À titre d'exemple, il s'engage dans des projets collaboratifs à distance, utilise la réalité augmentée, ou conçoit des parcours adaptatifs. Il devient créateur et partageur de ressources au sein de la communauté éducative. Ces paliers ne sont pas strictement linéaires, mais ils vous aident à prendre conscience de votre progression. Pour l'examen, soyez capable de les décrire brièvement. Plusieurs modèles fondamentaux aident à penser l'intégration pédagogique des technologies. Nous en avons vu 2 particulièrement pertinents pour l'enseignant du primaire, le modèle SAMR et le modèle TEPAC. Le modèle SAMR comporte 4 étapes: substitution, la technologie remplace sans changement fonctionnel, augmentation, remplacement avec amélioration, modification redesign de la tâche, redéfinition, création de tâches impossibles sans la technologie. Le modèle TEPAC met l'accent sur l'intersection entre technologie, pédagogie et contenu. Un enseignant efficace ne maîtrise pas seulement son contenu disciplinaire. Il doit avoir la capacité de choisir et d'utiliser une technologie spécifique pour enseigner un contenu donné avec une approche pédagogique adaptée au contexte et aux élèves. La scénarisation, c'est la planification détaillée d'une séquence d'apprentissage intégrant l'éthique. Un bon scénario doit comporter plusieurs éléments. Les objectifs d'apprentissage, ce que les élèves doivent savoir ou savoir faire à l'issue de la séquence. Le public cible, niveau, effectif, prérequis. Le déroulement temporel, séquençage, nombre et durée des séances, étapes. Les ressources mobilisées, numériques et non numériques. Les modalités d'interaction, travail individuel, en binôme, collectif. Échange entre pairs, avec l'enseignant. Les modalités d'évaluation, formative, sommative. C'est la clé pour passer d'une utilisation spontanée et opportuniste à un réel bénéfice pédagogique.
Sans scénarisation, la technologie reste un simple artifice. Avec elle, elle devient un véritable levier d'apprentissage. Dernière unité, mais absolument cruciale, éthique. Cette unité vise à vous donner les clés pour utiliser l'éthique de manière responsable, en respectant le travail d'autrui et en protégeant vos propres créations. L'éthique et le droit encadrent tout usage du numérique en éducation. Nous avons abordé la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, les licences, la distinction entre logiciels libres et propriétaires, et la prévention du plagiat. Ces notions sont souvent négligées, mais elles sont essentielles pour respecter la loi, et pour protéger à la fois votre travail et celui des autres. À l'examen, des questions porteront sur la définition du plagiat, sur les conditions d'utilisation d'une image sous licence Creative Commons, ou sur l'exception pédagogique. La propriété intellectuelle se divise en deux branches, la propriété industrielle qui concerne les brevets, les marques, les modèles industriels etc. et la propriété littéraire et artistique qui protège les œuvres de l'esprit. Le droit d'auteur est l'ensemble des privilèges dont bénéficie un auteur sur ses œuvres originales. Il comprend deux catégories de droits. Le droit moral qui protège le lien entre l'auteur et son œuvre, et les droits patrimoniaux qui sont les droits qui permettent à l'auteur d'exploiter son œuvre et d'en tirer des bénéfices financiers. Au Maroc, la loi N-200 protège les œuvres. L'enseignant bénéficie d'une exception pédagogique, il peut utiliser des extraits à des fins d'illustration, non commercialement, en citant ses sources, avec des extraits raisonnables. Par défaut, le droit d'auteur classique, c'est ce qu'on appelle tout droit réservé. Personne ne peut rien faire sans votre autorisation. C'est très protecteur, mais cela empêche le partage facile. Au lieu de devoir traiter chaque demande de partage individuellement et de devoir dire à chaque individu souhaitant utiliser une ressource créée et publier ce qu'il a le droit de faire avec, l'auteur peut compter sur les licences qui facilitent le partage vu qu'elles définissent au préalable les conditions. Les licences les plus utilisées pour les ressources éducatives sont les Creative Commons. Elles reposent sur 4 conditions qui peuvent être combinées: BY, attribution obligatoire, NC, non commercial, ND, pas de modification, SA, partage à l'identique. Les 6 licences principales vont de CC BY, la plus ouverte, à CC BY NC-ND, la plus restrictive. Par exemple, si vous créez vos propres ressources, choisissez votre licence, CC BY pour une diffusion maximale, CC BY NC-SA pour un usage non commercial avec partage à l'identique. Les ressources éducatives libres, REL, adoptent souvent ces licences pour permettre les 5 R, retain, conserver, reuse, réutiliser, revise, modifier, remix, mélanger, redistribute, redistribuer. Discerner la différence entre logiciel libre et logiciel propriétaire est essentiel. Le logiciel propriétaire a un code fermé, permet un usage limité et suit un modèle commercial, exemple, Windows, Photoshop, MS Office. Quant au logiciel libre, il a un code ouvert, offre 4 libertés, utiliser, étudier, partager, améliorer, et relève d'une éthique de transparence, exemple, Linux, Firefox, Moodle, et même Scratch. L'open source est très similaire au logiciel libre mais met l'accent sur les avantages techniques et collaboratifs du code source partagé plutôt que sur l'éthique. Pour l'enseignement, les logiciels libres sont économiques puisqu'ils sont gratuits, pédagogiques vu qu'on peut étudier le code, collaboratif et renforce la souveraineté numérique. Le plagiat consiste à présenter les idées ou les mots d'autrui comme siens, sans citation appropriée. C'est une forme de fraude intellectuelle, à la fois éthique et juridique. Il en existe plusieurs formes: copier-coller littéral, paraphrase trop proche ou plagiat partiel, plagiat d'idées, autoplagiat. En tant que futur enseignant, vous devez prévenir le plagiat chez les élèves dès le primaire, pensez à les sensibiliser, apprenez-leur à citer leurs sources, donnez des consignes claires rédigées avec vos propres mots, et accompagnez leurs recherches. Des outils comme Compilatio ou Turnitin ne peuvent aider à détecter, mais ils ne remplacent jamais votre jugement. La meilleure prévention reste la pédagogie, un élève qui comprend pourquoi il faut citer ne plagie plus. Voilà, nous avons couvert l'essentiel des 3 unités. Je vous demande d'aller sur le forum dédié à la révision pour poser vos questions. N'oubliez pas,
Le quiz final aura lieu la semaine après les vacances sur Moodle, et l'examen final est prévu le 23 mai. Utilisez les quiz à la fin de chaque unité pour vous exercer ainsi que les forums pour échanger et poser vos questions. Je mettrai en ligne des QCM d'entraînement.